Sophie, une fillette de 7 ans, atteinte du syndrome de Down, jouait par terre dans le grand salon et renversa accidentellement un verre de jus de cerise sur le tapis persan. Isabelle, la fiancée du père de la fillette, le remarqua instantanément. Sa voix devint glaciale alors qu'elle commençait à réprimander l'enfant pour sa négligence. Effrayée, Sophie rentra la tête dans les épaules et ses yeux s'emplirent de larmes. Entendant cela, Émilie, la nounou de la fillette, entra dans le salon. Elle se plaça calmement entre l'enfant en pleurs et la femme en colère, serrant doucement sa protégée dans ses bras. « Ce n'était que du jus, je vais tout nettoyer tout de suite », dit Émilie d'une voix basse mais assurée. Furieuse de l'intervention de la domestique, Isabelle se tourna brusquement vers elle, le visage déformé par la rage. « Comment oses-tu me dire quoi que ce soit ?» siffla-t-elle en pointant la nounou du doigt. « Tu n'es personne ici. » C'est à ce moment précis que Richard apparut dans le hall spacieux, rentré plus tôt que prévu d'une réunion d'affaires. Il se figea sur place, observant sa fiancée crier sur la nounou, tandis que celle-ci, tel un bouclier humain, protégeait de son corps sa petite fille effrayée. Sur le visage de l'homme se peignit une profonde perplexité qui se mua rapidement en choc. Les événements avaient recommencé environ 1 mois avant ce jour, quand Émilie avait franchi pour la première fois le seuil de cette grande et froide maison. Richard avait mené personnellement l'entretien dans son immense bureau, rempli de livres aux reliures de cuir. Il était extrêmement poli, mais restait formel et distant, soulignant à plusieurs reprises l'importance d'une approche professionnelle et d'une confidentialité absolue. Sa fille Sophie, une fillette de 7 ans silencieuse, observait la nouvelle nounou avec méfiance depuis l'embrasure de la porte, n'osant pas s'approcher. Il fallut à Émilie plusieurs jours de patience, de jeux calmes et de musique douce pour faire fondre progressivement la glace dans le cœur de l'enfant. Elle ne précipita pas les choses, laissant la fillette faire le premier pas, et bientôt une affection sincère et chaleureuse naquit entre elles. Environ 1 semaine après le début de son travail, Richard présenta sa fiancée à Émilie. Isabelle se comporte de manière impeccable, souriant et tenant des propos justes sur l'importance de bons soins pour Sophie. Cependant, Émilie, habituée à remarquer les moindres détails dans le comportement des gens, perçut une froideur passagère dans son regard lorsqu'il se posait sur la fillette. C'était un sentiment d'irritation à peine perceptible mais distinct, qu'Isabelle ne parvint pas à dissimuler complètement derrière son masque de politesse parfaite. Le lourd silence qui s'abattit sur le salon semblait dense et palpable. Il pesait sur les oreilles et faisait battre le cœur d'Émilie à un rythme anxieux. Richard fit enfin quelques pas lents en avant. Son regard passait du visage d'Isabelle, déformé par la colère, au petit visage effrayé et en larmes de Sophie, qui se cachait toujours derrière sa nounou. Il semblait désemparé, comme un metteur en scène découvrant que les acteurs sur sa scène jouent une pièce complètement différente, qui lui est inconnue. « Émilie, s'il vous plaît, emmenez Sophie dans sa chambre », ordonna-t-il. Sa voix était sourde et tendue lorsqu'il rompit enfin le silence, s'adressant à Émilie sans la regarder. Il n'y avait dans son ton aucune trace de soutien, seulement le désir sec de retirer immédiatement de son champ de vision la source du chaos qui venait de se produire. Émilie hocha la tête en silence, sentant un frisson parcourir son dos à cet ordre glacial. Elle prit doucement Sophie, sentant sur elle le regard lourd et triomphant d'Isabelle. Dans la chambre d'enfant, Sophie laissa enfin libre cours à ses larmes, et son petit corps était secoué de sanglots silencieux. Émilie s'agenouilla devant elle, la serra fort dans ses bras, et commença à lui caresser doucement les cheveux, en lui chuchotant des mots apaisants. À ce moment, elle ne pensait ni à son travail, ni à un éventuel licenciement. Tout son être était concentré sur la protection de cette petite créature sans défense contre la cruauté du monde des adultes. Pendant ce temps, un autre drame se jouait dans le salon. Dès qu'Émilie et Sophie eurent disparu derrière la porte, Isabelle changea complètement de comportement. Son visage prit instantanément une expression offensée et pleine de souffrance, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle s'approcha de Richard, lui prit la main et sa voix tremblait d'un chagrin soigneusement joué. « Richard, mon chéri, tu as tout vu », commença-t-elle d'un ton plaintif. « Cette fille est complètement incontrôlable. Elle ne cesse de saper mon autorité devant Sophie et de la monter contre moi. » Richard se frotta l'arête du nez avec lassitude. Ses pensées s'étaient occupées par une affaire qui avait échoué, et la dernière chose qu'il voulait était de se mêler des querelles domestiques. Il n'arrivait toujours pas à comprendre la fureur qu'il avait vue sur le visage de sa fiancée, d'habitude si réservée et élégante. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici, Isabelle, » répondit-il d'une voix sourde. « Tu lui criais dessus et Sophie pleurait. C'est tout ce que j'ai vu. C'est parce que j'essayais d'expliquer à Sophie qu'on ne doit pas abîmer les choses de valeur, » poursuivit Isabelle avec ardeur, jouant habilement sur son sens pratique. «
Je veux être une bonne mère pour elle. Je veux lui apprendre la discipline. Et cette nounou s'en mêle et me fait passer pour un monstre aux yeux de l'enfant. Elle parlait avec conviction et passion, dépeignant une situation où elle n'était qu'une future belle-mère attentionnée, confrontée au sabotage d'une employée. « Ce n'était qu'une domestique, Richard », ajouta Isabelle, portant le coup de grâce. « Elle doit connaître sa place. Je serai bientôt la maîtresse de cette maison et la mère de ta fille, et je ne tolérerai pas que mes décisions soient contestées par une simple nounou. » Ces paroles firent mouche. Richard appréciait la hiérarchie et l'ordre en tout, des affaires à sa vie personnelle. Il prit la décision qui lui semblait la plus simple et la plus logique dans cette situation. Une décision censée rétablir la paix dans sa maison. « D'accord, je vais lui parler, » dit-il d'un ton conciliant en serrant Isabelle dans ses bras. « Je lui expliquerai les règles de conduite de cette maison. » Environ 1 heure plus tard, alors que Sophie s'était enfin calmée et endormie, le téléphone intérieur de la chambre d'Émilie sonna doucement. La voix froide de Richard lui demanda de venir dans son bureau. Le cœur d'Émilie se serra. Le bureau de Richard l'accueillit avec une odeur de cuir et de bois. Il était assis à son bureau massif, son visage aussi impénétrable qu'un masque. « Émilie, asseyez-vous », proposa-t-il d'un ton formel. Elle s'assit sur le bord de la chaise, les mains jointes sur les genoux, se préparant intérieurement au pire. « J'apprécie votre travail avec Sophie et je vois qu'elle s'est attachée à vous », commença Richard de loin, et ce début poli ne fit qu'aggraver le malaise d'Émilie. Cependant, un incident extrêmement désagréable s'est produit aujourd'hui, et il ne doit pas se répéter. Il marqua une pause, la regardant attentivement, comme s'il s'attendait à ce qu'elle comprenne d'elle-même et commence à s'excuser. Mais Émilie resta silencieuse, décidée à entendre toutes les accusations jusqu'au bout. « Isabelle sera bientôt ma femme et un membre à part entière de cette famille, » poursuivit Richard, martelant chaque mot. Son autorité, en particulier sur les questions relatives à l'éducation de Sophie, ne doit être remise en question par personne, et surtout pas par le personnel. Émilie sentit l'injustice la faire bouillir de l'intérieur. Elle leva les yeux vers lui et décida de répondre en s'efforçant de garder sa voix aussi calme que possible. « Monsieur Henderson, je vous prie de m'excuser si j'ai outrepassé mes fonctions, mais je ne suis intervenu que pour une seule raison. Sophie était terrifiée. Ma tâche principale et fondamentale, telle que je la conçois, est de veiller à son bien-être émotionnel et physique. » Elle espérait que la mention de l'état de sa fille le ferait réfléchir, mais Richard se contenta de balayer l'air d'un geste impatient. « Je comprends tout cela. Vos intentions étaient bonnes, trancha-t-il, signifiant qu'il ne souhaitait pas entrer dans les détails. Mais le résultat est déplorable. Nous avons un conflit sorti de nulle part. » Émilie comprit qu'il ne l'avait pas écouté. Il n'avait pas vu la cruauté d'Isabelle. Il n'avait pas vu la peur de sa fille. Il n'avait vu qu'une rupture de la hiérarchie et une scène désagréable qui lui avait gâché sa soirée. « Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Sophie, » conclut-il la conversation, et cette phrase sonna comme une moquerie. « Vous pouvez disposer. » Émilie se leva en silence et sortit du bureau, sentant un rideau invisible tomber derrière elle. Elle se sentait complètement anéantie et trahie. L'homme qui l'avait engagée pour protéger son enfant venait de lui interdire de le faire, prenant le parti d'une femme qui, de toute évidence, n'aimait pas cet enfant. Mais elle se souvint alors des yeux de Sophie remplis de larmes, et de la façon dont la fillette s'était accrochée à elle avec confiance. À travers le désespoir, un germe de détermination obstinée commença à poindre dans son âme. Elle ne pouvait pas simplement partir et laisser cette fillette seule avec Isabelle. Elle resterait, et se battrait pour elle, mais elle savait maintenant qu'elle devrait le faire différemment. Non pas ouvertement, mais discrètement, subtilement et avec une grande prudence. Les jours suivants se transformèrent pour Émilie en une partie complexe où chaque coup devait être mûrement réfléchi. Elle devint une ombre dans l'immense maison, s'efforçant de faire son travail à la perfection tout en restant aussi invisible que possible pour Isabelle. Elle apprit à lire l'humeur d'Isabelle au son de ses pas dans le couloir et à éloigner Sophie à temps pour éviter la tempête qui s'annonçait. Le principal problème de Sophie était la communication. Elle comprenait presque tout, mais ne prononçait elle-même que quelques mots simples, ce qui entraînait souvent de la frustration et des larmes. La nuit, Émilie passait des heures à étudier la littérature spécialisée sur Internet. C'est là qu'elle découvrit une méthode de communication utilisant des cartes avec des images. N'ayant pas les moyens de commander des kits professionnels coûteux, elle décida de tout faire elle-même. Elle demanda au jardinier quelques feuillants de carton épais et, à l'aide de crayons de couleur et de vieux magazines, elle commença à créer des cartes. Une pomme rouge, une banane jaune, un ballon bleu, l'ours en peluche préféré de Sophie, une tasse de lait,
un livre de contes, des dizaines d'images simples et compréhensibles apparurent sur le carton blanc. Le lendemain, elle s'assit par terre dans la salle de jeu, en face de Sophie, et étala les 5 premières cartes devant elle. « Regarde, Sophie, ce que j'ai, dit-elle doucement. C'est un jeu. Tu vois, c'est une pomme. Veux-tu une pomme ?» La fillette regarda les images colorées avec curiosité, mais ne montra aucune réaction. Émilie ne se découragea pas. Elle prit la carte avec la pomme, la tendit à Sophie, puis lui donna une vraie pomme rouge et juteuse, répétant ce geste encore et encore. La percée eut lieu environ 1 semaine plus tard. Pendant le goûter, Émilie, comme d'habitude, disposa les cartes sur la table. Elle voulait proposer une banane à Sophie, mais la fillette tendit soudain sa petite main et pointa avec assurance du doigt la carte représentant une tasse de lait. Puis elle leva les yeux vers Émilie, et dans son regard il y avait une demande claire et pleine de sens. Émilie en eut le souffle coupé. « Tu veux du lait, ma chérie ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle versa immédiatement une tasse pleine pour la fillette, et Sophie se mit à boire avec plaisir. C'était leur première vraie victoire, leur petit secret. À partir de ce jour, tout changea. Les cartes devinrent pour Sophie un pont entre son monde intérieur et le monde extérieur. Elle pouvait désormais montrer qu'elle voulait dessiner plutôt que de faire de la pâte à modeler, qu'elle était triste ou joyeuse. La fillette s'épanouit à vue d'œil, devenant plus ouverte et plus sûre d'elle. Le moment le plus touchant eut lieu un soir de pluie. Richard et Isabelle n'étaient pas à la maison. Émilie et Sophie regardaient un vieil album photo. Sur l'une des pages se trouvait la photo d'une jeune femme aux yeux incroyablement doux et au sourire aussi chaleureux que celui de Sophie. « C'est ta maman, » dit Émilie très doucement. Elle s'appelait Anna. Elle t'aimait très, très fort. Sophie regarda longuement la photo, son petit doigt touchant délicatement le visage souriant de la femme. Puis, à la stupéfaction absolue d'Émilie, elle leva la tête et prononça très clairement un mot qu'Émilie n'avait jamais entendu de sa bouche auparavant. Menton. Maman, maman. Ce simple mot résonna dans le silence de la pièce comme la révélation la plus belle et la plus triste au monde. Émilie se figea, craignant de bouger, et sentit une larme chaude couler sur sa joue. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était un miracle qu'elle avait accompli par sa patience, sa foi et son amour. Mais sa joie fut assombrie par une prise de conscience amère. Elle ne pouvait pas partager ce miracle avec le père de Sophie. Elle savait que si elle parlait à Richard de cette avancée, elle devrait expliquer pourquoi elle utilisait des cartes faites maison, ce qui soulèverait inévitablement des questions sur Isabelle. Environ 2 semaines après l'incident du tapis, Isabelle décida d'organiser un grand dîner de réception, dont le prétexte officiel était ses fiançailles. Le véritable objectif, cependant, était d'impressionner les partenaires commerciaux clés de Richard et de renforcer son statut de future maîtresse de maison. Le soir, alors que les invités commençaient à arriver, la maison se transforma. Isabelle était dans son élément, accueillant les invités dans une éblouissante robe de soirée. Son sourire était impeccable, et ses manières, l'incarnation de la grâce. Richard, debout à ses côtés, semblait incroyablement satisfait et fier, voyant en elle non seulement une belle femme, mais aussi un atout précieux, le complément parfait à son image de réussite. Le clou de la soirée devait être une courte apparition de Sophie. Isabelle avait personnellement choisi une jolie robe pour la fillette et avait reçu des instructions strictes pour amener Sophie au salon pour exactement 15 minutes. Quand Émilie fit entrer la fillette dans la pièce étincelante de lumière, pleine de gens bruyants et inconnus, Sophie se serra craintivement contre sa jambe. Mais Isabelle vola aussitôt à sa rencontre, son visage affichant un amour et une sollicitude universelle. « Et voici notre petite princesse », roucoula-t-elle pour le public, s'agenouillant devant Sophie. « Dis bonjour aux invités, ma chérie. » Elle prit la fillette par la main et la fit faire le tour des personnes importantes, la présentant avec une tendresse dans la voix « Voici Sophie, notre trésor ». Les invités souriaient avec attendrissement, admirant la belle-mère attentionnée et sensible qu'elle serait. À un moment donné, Sophie toucha accidentellement un grand verre d'eau qui se renversa sur la nappe avec un bruit sourd. Émilie se figea, s'attendant à une explosion. Mais Isabelle se contenta de rire d'un rire mélodieux. « Oh, quelle petite coquine !»« Ce n'est rien, ma chérie, ça arrive à tout le monde. » Elle embrassa Sophie sur le sommet de la tête et les invités échangèrent d'un des regards admiratifs. Exactement 15 minutes plus tard, Émilie s'approcha pour reprendre Sophie. Alors qu'elles arrivaient près de la chambre d'enfant, Émilie réalisa qu'elle avait oublié le lapin en peluche préféré de Sophie dans le salon, sans lequel celle-ci refusait de s'endormir.
Elle demanda à la fillette d'attendre près de la porte et retourna rapidement sur ses pas, décidant de couper par un petit salon latéral. En passant devant une porte entr'ouverte, elle entendit des voix basses mais furieuses et se figea. L'une des voix appartenait à Isabelle. « Je t'avais pourtant demandé de bien te tenir », sifflait-elle, et sa voix n'avait plus rien de la douceur que tout le monde avait entendue 5 minutes plus tôt. Émilie jeta un coup d'œil prudent par l'entrebâillement et vit Isabelle et la petite silhouette de Sophie, qui l'avait apparemment suivie. Isabelle se tenait au-dessus de l'enfant, ses doigts agrippés à son épaule. « Tu as renversé ce verre exprès pour m'humilier devant tout le monde, » continua-t-elle d'un chuchotement glacial. « Tu gâches toujours tout. Tu n'es qu'une petite punition. » Émilie sentit un froid l'envahir. Elle voyait le vrai visage, laid et cruel, d'Isabelle, dépourvu de son masque. La peur la paralysa. Elle n'était qu'une domestique, et un faux pas la mettrait à la rue, laissant Sophie seule avec ce monstre pour toujours. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit brusquement, et Isabelle en sortit. Son visage arborait de nouveau un sourire mondain, et elle retourna auprès des invités comme si de rien n'était. Émilie se précipita dans la pièce. Sophie se tenait au même endroit, sanglotant doucement, son petit corps tremblant. Émilie s'agenouilla devant elle et la serra fort dans ses bras. Elle savait maintenant avec certitude, c'était une haine réelle et profonde, et elle, Émilie, était la seule chose qui se dressait entre cette haine et un enfant sans défense. Le lendemain du dîner de réception fut calme et gris. Sophie avait mal dormi et était maintenant assise sur le tapis de sa chambre, regardant fixement un point dans le vide. Toute sa vivacité habituelle, qu'Émilie avait eu tant de mal à réveiller, semblait s'être évaporée. Richard descendit pour le petit déjeuner, plus tard que d'habitude, fatigué mais satisfait. La soirée de la veille s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu. Avant de partir au travail, comme à son habitude, il passa par la salle de jeu pour dire au revoir à sa fille. Il s'attendait à voir Sophie jouer avec Émilie, mais trouva à la place un silence pesant. « Bonjour », dit Richard d'un ton enjoué. « Vous n'avez pas l'air très joyeuse aujourd'hui. » Sophie ne tourna même pas la tête. Richard fronça les sourcils, s'approcha et s'accroupit à côté de sa fille. « Sophie, papa s'en va, » dit-il doucement. « Tu ne veux pas me faire un câlin ?» La fillette sursauta à son contact, mais ne bougea pas. Richard sentit une pointe d'inquiétude et leva un regard interrogateur vers Émilie. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il. « Je pense qu'elle est juste un peu fatiguée après la soirée d'hier, » répondit Émilie d'un ton neutre et professionnel. « Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. C'est une grande source de stress pour elle. » Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, alors elle choisit l'explication la plus sûre et la plus logique. Le regard de Richard se posa sur une étagère vide. « C'est mon temps à Isobé. Et où est le jeu que je lui ai offert le mois dernier ?» demanda-t-il, se souvenant d'un puzzle de développement coûteux en bois naturel. Émilie sentit un poids désagréable dans son estomac. Elle se souvenait très bien de ce jeu, mais cela faisait plusieurs jours qu'elle ne le trouvait plus. « Je voulais justement vous le demander, monsieur Henderson, » répondit-elle prudemment. « Je l'ai cherché hier, mais je ne l'ai pas trouvé. » Il a tout simplement disparu. Plus tard dans la journée, Richard trouva Isabelle dans le salon, en train de feuilleter des catalogues de mariage. « Ma chérie, n'aurais-tu pas vu le grand puzzle en bois de Sophie par hasard ?» demanda-t-il d'un ton aussi désinvolte que possible. « Norsoles doch moi ranskerit. Ah, ce truc encombrant avec des tonnes de pièces, dit-elle d'un air dédaigneux. Il me semble qu'une des figurines était cassée. J'ai dit à la femme de chambre de le jeter, pour que Sophie ne se blesse pas accidentellement. Pourquoi a-t-elle besoin de ces horribles bouts de bois? Ils ne font que gâcher l'intérieur. » Mais Richard ne lui sourit pas en retour. Il la regarda en silence et quelque chose se déclencha dans son esprit. Il se souvenait parfaitement que toutes les pièces de ce puzzle étaient intactes et lisses. Il était presque impossible de les casser. Il ne l'avait pas choisi pour sa beauté, mais pour sa fonctionnalité. Et Isabelle, sans même le consulter, l'avait simplement jeté parce qu'il gâchait l'intérieur. Pour la première fois depuis le début de leur relation, il sentit qu'ils parlaient dans des langues différentes. La toute première graine de doute fut semée dans son âme. Il regarda sa fiancée parfaite et élégante et vit pour la première fois, derrière sa façade impeccable, une froide indifférence à ce qui était vraiment important pour lui. La semaine suivante, une visite de contrôle chez le docteur Evans, un psychologue pour enfants, était prévue pour Sophie. Émilie plaçait de grands espoirs dans ce rendez-vous, se préparant minutieusement et systématisant ses observations, y compris la percée réalisée avec les cartes. Le matin du rendez-vous, Isabelle fit une entrée remarquée dans la chambre d'enfant. « Mais chérie, j'ai une surprise extraordinaire pour vous, » annonça-t-elle. « Je sais que vous avez une visite ennuyeuse chez le médecin de prévu aujourd'hui,
Mais j'ai imaginé quelque chose de bien mieux. Émilie se tendit, son cœur manqua un battement. J'ai pris rendez-vous avec le meilleur photographe de famille de la ville, poursuivit Isabelle avec délectation. C'est aujourd'hui même que nous allons faire une merveilleuse séance photo de famille dans le parc automnal. Imagine, Richard, les photos que nous aurons. Nous trois, une famille heureuse et parfaite. Émilie tenta de protester doucement. Mademoiselle Isabelle, la visite chez le docteur Evans était prévue de longue date. Elle est extrêmement importante pour Sophie, pour ses progrès. Émilie, ma chère, ne soyez pas si rabat-joie, répondit Isabelle d'une voix mielleuse. C'est le plus important? Une autre séance où on la tourmentera avec des tests ou des émotions heureuses et de beaux souvenirs? Ne vous inquiétez pas pour des détails, ajouta Isabelle portant le coup de grâce. J'ai déjà appelé la clinique et annulé votre rendez-vous. J'ai dit que nous avions des affaires familiales urgentes. Elle prononça ces mots avec une telle légèreté, comme s'il s'agissait d'annuler une réservation au restaurant. Émilie sentit la terre se dérober sous ses pieds. La séance photo se transforma en une véritable torture, principalement pour Sophie. Le soleil d'automne, brillant mais déjà froid, l'agitation, les flashs et les demandes constantes d'un homme inconnu de sourire, tout cela représentait un stress énorme pour la fillette. Richard, arrivé au parc directement du bureau, ne remarqua pas l'attention de Sophie. Il ne voyait qu'une belle image, sa fiancée élégante, sa fille bien habillée, l'automne doré. Émilie se tenait à l'écart, le cœur déchiré par son impuissance et sa pitié pour l'enfant. Le soir, après la séance photo, Sophie était anéantie. Elle refusa de dîner, se blottit dans un coin de son lit et pleura doucement pendant un long moment. Émilie comprit qu'Isabelle menait son jeu de manière méthodique et cruelle. Elle n'aimait pas seulement pas Sophie, elle l'isolait intentionnellement du monde extérieur, des spécialistes, de tout ce qui pouvait l'aider à se développer. Le docteur Evans, l'un des meilleurs psychologues pour enfants de la ville, fut préoccupé par l'annulation soudaine de la séance. Il décida de rappeler la maison des Henderson pour clarifier la situation. Ce fut Isabelle qui répondit. « Oh, docteur, ne vous inquiétez pas tant », roucoula-t-elle. « Nous avons simplement décidé que la fillette avait besoin d'une petite pause. Elle a eu tellement d'émotions ces derniers temps, nous avons organisé une merveilleuse séance photo de famille. Nous nous concentrons maintenant sur la création d'une atmosphère familiale positive. » Ces paroles étaient enrobées de la plus grande amabilité, mais leur essence était d'une négligence insultante. Le docteur Evans sentit son inquiétude se transformer en une sérieuse préoccupation. Il comprit qu'il était inutile de parler à cette femme. Après avoir raccroché, qu'il trouva le numéro personnel direct de Richard, que celui-ci lui avait laissé des années auparavant en cas d'extrême nécessité, et le composa. Richard était en réunion à ce moment-là. Une intuition le poussa à s'excuser auprès de ses partenaires et à sortir dans le couloir pour répondre à l'appel. « Monsieur Henderson, bonjour, c'est le docteur Evans, le psychologue de Sophie, » dit le docteur. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai jugé cela nécessaire. La séance de Sophie d'aujourd'hui a été annulée. On m'a informé que c'était pour une séance photo de famille. »« Oui, il me semble que c'est bien ça, » confirma Richard. « Et quel est le problème au juste ?»« Le problème, monsieur Henderson, c'est la constance, » répondit le docteur, et sa voix prit une fermeté d'acier. Pour un enfant ayant des besoins spécifiques comme Sophie, la thérapie n'est pas un club de loisirs que l'on peut sauter à sa guise. C'est le fondement sur lequel se construit toute sa vie future. Chaque séance manquée, surtout sans raison valable, est un pas en arrière qui peut anéantir des mois de travail acharné. Les mots du docteur firent la mouche, touchant directement les doutes qui avaient déjà commencé à naître dans l'esprit de Richard. L'état abattu de Sophie, le jouet de développement disparu, et maintenant cet appel d'un spécialiste respecté, tous ces faits épars commencèrent à former une image alarmante. Il réalisa soudain qu'il ne contrôlait absolument pas ce qui se passait avec sa fille. « Je vous ai compris, docteur », dit Richard d'une voix sourde. « Merci de m'avoir appelé directement. Cela ne se reproduira plus. » Il annule sa réunion, prétextant des affaires familiales urgentes. Pendant tout le trajet du retour, il garda le silence, le visage plus sombre qu'un nuage. Il ne pouvait plus ignorer le problème. Il devait connaître la vérité. De retour à la maison, Richard trouva dans le hall Martha, la gouvernante âgée, qui travaillait pour leur famille depuis plus de 20 ans. Elle était la gardienne silencieuse de l'histoire de cette maison. « Elle ne m'étouffe pas. Martha, commença-t-il. Vous souvenez-vous d'Anna ? Comment elle s'occupait de Sophie ?» À la mention du nom de sa défunte femme, le visage de Martha s'adoucit. « Comment pourrais-je l'oublier, monsieur ?» répondit-elle doucement. « Madame Anna vivait pour cette fillette. » Elle n'a jamais considéré la maladie de Sophie comme une punition.
Elle disait que sa fille avait simplement son propre chemin, un chemin spécial et que notre tâche était de l'aider à le parcourir. Elle passait des heures assise par terre avec elle, lui montrant des images, lui chantant des chansons. Elle n'avait peur que d'une chose, ajouta Martha presque en chuchotant, regardant Richard droit dans les yeux. Elle avait peur que s'il lui arrivait quelque chose, personne ne chercherait avec autant de patience les clés de l'âme de Sophie. Elle avait peur que les gens ne voient en elle qu'un diagnostic, et non sa personnalité unique et lumineuse. Richard fut comme frappé par la foudre. Il se souvint d'Isabelle parlant du jouet cassé, disant qu'il gâchait l'intérieur. Il comprit que les craintes de sa défunte femme se réalisaient sous ses yeux, dans sa propre maison, avec son consentement tacite. Ses doutes se transformèrent en certitudes. Il avait besoin de faits, et il savait comment les obtenir. Richard monta dans son bureau et appela le chef de son service de sécurité. « J'ai besoin d'un accès complet aux archives de toutes les caméras de surveillance internes de la maison pour le mois dernier, » dit Richard sans préambule. « Et c'est absolument confidentiel. Personne, y compris mademoiselle Isabelle, ne doit être au courant. » Cette heure d'attente fut l'une des plus longues de la vie de Richard. Finalement, l'accès aux archives fut accordé, et il commença à visionner méthodiquement les enregistrements, jour après jour. Il vit la chaleur et l'attention sincère dans chaque geste d'Émilie, sa patience infinie et son affection véritable pour l'enfant. Puis il passa aux enregistrements où Isabelle apparaissait à l'écran. Il vit comment l'expression de son visage changeait quand elle pensait que personne ne la voyait. Le sourire disparaissait, laissant place à un masque froid et impénétrable. Il trouva un enregistrement fait quelques jours plus tôt dans la cuisine. Isabelle tendit un biscuit à Sophie avec un sourire charmant, mais retira sa main au dernier moment et observa avec une froide curiosité depuis un coin comment la fillette tentait en vain d'atteindre le vase, jusqu'à ce que des larmes de dépit montent à ses yeux. Cet épisode de sadisme silencieux, insensé et absolument conscient secoua Richard jusqu'au plus profond de son être. Il rembobina l'archive jusqu'au jour du dîner de réception et trouva l'enregistrement de la caméra dans ce même petit salon latéral. Il distingua clairement le chuchotement glacial et sifflant de sa fiancée, ses accusations et ses paroles humiliantes. Il vit la terreur dans les yeux de son enfant. À cet instant, tous ses espoirs s'effondrèrent. Il n'entendit pas la porte du bureau s'ouvrir. C'était Isabelle, rayonnante de bonheur, après l'essayage de sa robe de mariée. « Mon chéri, pourquoi as-tu l'air si sombre ?» roucoula-t-elle. Son regard tomba sur l'écran du moniteur, où l'enregistrement était toujours affiché. Elle se figea, son sourire se glaça. Elle comprit que la partie était terminée. Le silence dans le bureau devint assourdissant. Richard tourna lentement la tête et regarda Isabelle. Son regard était lourd et froid comme le granit. Le masque de la fiancée parfaite tomba, révélant une horrible grimace de colère. « C'est donc ce que tu faisais ? Tu m'espionnais » siffla-t-elle. « C'est bas » répéta-t-il d'un calme dangereux. « J'appelle ça une tentative de protéger mon enfant d'un monstre que, par mon aveuglement, j'ai failli laisser entrer dans notre famille. J'ai tout vu, Isabelle. »« Pourquoi ? Pourquoi ?» rit-elle hystériquement. « Je le faisais pour nous, Richard. J'essayais de te construire une vie parfaite, mais elle gâche tout. Elle ne sera jamais normale, elle sera toujours ton fardeau. » Richard l'écoutait, et à chaque mot, le dernier souvenir de la femme qu'il croyait aimer mourait dans son âme. Il voyait devant lui une personne étrangère, mesquine et cruelle. « Sors, dit-il doucement, mais ce mot résonna comme un coup de feu. « Sors de ma maison. » Immédiatement. Réalisant que c'était la fin, Isabelle éclata en menaces et en insultes, mais Richard ne l'écoutait plus. Il appela silencieusement la sécurité et ordonna de s'assurer que mademoiselle Isabelle quitte la propriété dans la demi-heure. Puis il se dirigea lentement vers l'aile des enfants, où sa colère fit place à un vide assourdissant et à un sentiment de culpabilité dévorant. Il entr'ouvrit la porte de la salle de jeu et vit une scène qui lui brisa définitivement le cœur. Émilie était assise par terre à côté de Sophie, et elle construisait quelque chose avec des blocs. Sa petite fille effrayée semblait calme et presque heureuse dans ce petit monde que cette jeune femme avait créé pour elle. « Émilie, dit-il, la voix tremblante, je dois vous présenter mes excuses. J'ai été aveugle et sourd. Pardonnez-moi si vous le pouvez. » Émilie le regarda, et la glace dans ses yeux commença à fondre. Elle ne vit pas un patron redoutable, mais un homme désemparé et profondément malheureux. « Isabelle est partie, ajouta-t-il. Elle ne reviendra plus. » Puis il s'assit par terre à côté de sa fille, s'immergeant pour la première fois depuis longtemps véritablement dans son monde. Sophie le regarda et un faible sourire effleura son visage. « Je voudrais vous proposer un nouveau poste, dit-il sérieusement, pas seulement celui de nounou.
Je veux que vous deveniez la directrice du développement et de l'éducation de Sophie, avec carte blanche pour toutes les méthodes et une autonomie complète dans la prise de décision. Bien sûr, avec un salaire et un statut complètement différent, je veux que vous fassiez partie de notre famille, si vous acceptez. » Émilie regarda sa main tendue, le visage confiant de Sophie, les ruines de l'ancienne vie et les germes de la nouvelle, et hocha la tête. Une chaude journée de printemps inondait de soleil le parc de la ville. 3 personnes se promenaient tranquillement sur l'une des allées. Richard, vêtu d'un simple jean et d'un pull, poussait en souriant le petit vélo de Sophie. Il n'avait plus l'air d'un homme d'affaires distant et toujours occupé, mais était complètement absorbé par le rire de sa fille. Sophie semblait être une enfant complètement différente, plus ouverte, ses yeux brillants de curiosité. Un peu plus loin, sur un banc, Émilie était assise et les observait avec un sourire chaleureux. Elle n'était plus une domestique soumise, vivant dans la peur constante, mais une jeune femme sûre d'elle, une spécialiste respectée et, en fait, un membre de cette petite mais très vraie famille. Leur relation était infondée sur un profond respect mutuel et un amour commun pour la fillette qui les avait unis. Quiconque les aurait regardés à ce moment-là n'aurait pas vu un millionnaire, sa fille et sa gouvernante, mais simplement une famille heureuse profitant d'une journée de printemps ordinaire. 2 ans après le départ d'Isabelle, alors que la vie dans la maison des Henderson s'était transformée en un havre de paix, un invité inattendu se présenta à la porte, le propre frère d'Isabelle. Il n'était pas venu avec des menaces, mais avec une demande d'aide. Il s'avéra qu'Isabelle, après sa rupture avec Richard, s'était retrouvée dans de graves ennuis, s'était liée à de mauvaises personnes et était maintenant en danger réel. Cette situation devint une véritable épreuve pour Richard et Émilie. Aider la femme qui avait causé tant de douleur à leur famille semblait impensable. La société et le bon sens criaient « non ». Mais un soir, Émilie s'approcha de Richard et dit « Nous devons l'aider, pas pour elle, mais pour nous. Nous devons montrer à Sophie que la miséricorde et le pardon sont plus forts que la haine, que les gens forts ne se vengent pas, ils sauvent, même ceux qui ne le méritent pas. » Richard, surmontant difficilement sa fierté et son ressentiment, accepta. Ils aidèrent Isabelle anonymement, par l'intermédiaire d'avocats, à se sortir de ses problèmes et à déménager dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. Cet acte ne leur apporta pas de joie, mais quelque chose de plus grand, la certitude qu'ils construisaient et leur famille sur les bonnes valeurs. La scène finale, Richard, Émilie et une Sophie visiblement plus âgée plantent ensemble un nouvel arbre dans le jardin, comme le symbole que même sur les cendres de vieilles rancœurs, quelque chose de nouveau et de magnifique peut grandir.